petite histoire, j'ai passé la majeure partie de la nuit dernière à regarder le ciel étoilé. Et l'ironie ne m'est pas passée inaperçue, je pense que d'autres aussi, qui est que la seule étoile que l'on ne voit pas dans ce ciel étoilé, enfin il y en a plein d'autres que l'on ne voit pas, mais la seule étoile qui m'intéresse fortement n'est pas celle que l'on voit la nuit. Et j'ai trouvé ce beau panneau justement à la ferme des étoiles que j'ai eu la chance de visiter aujourd'hui, qui est effectivement le soleil est une étoile, mais une étoile qui n'est visible que le jour. Alors elle n'est visible que le jour et malheureusement en fait on ne devrait pas la voir, il ne faut pas la voir directement avec les yeux, sauf dans certaines circonstances et je vais vous le montrer pourquoi. Alors je voulais remonter un petit peu au cours des civilisations, juste quelques diapos, pour vous dire que en fait le soleil, plein de personnes viennent me voir et me disent mais qu'est-ce qu'il y a encore à apprendre sur le soleil ? Parce que le soleil finalement, il traverse les âges, il traverse les civilisations. On retrouve des artefacts dans les civilisations anciennes. Alors là, c'est un exemple, mais j'en ai plein d'autres encore. Par exemple, en Égypte ancienne, la célébration, la divination de cet astre céleste. On le voit aussi dans des autres civilisations qui sont plus éloignées de celles que l'on connaît ici en France, comme par exemple cette représentation d'un calendrier qui est interprété comme un calendrier solaire, où le soleil prend toute la place au centre de ce calendrier dans les sociétés amérindiennes. Alors voilà, on trouve le soleil dans ces civilisations, puis on le trouve aussi dans ce qu'on appelle la pop culture, donc tout ce qui est les BD, etc. Et en particulier, alors je sais que une des présentations aujourd'hui sur les longitudes avait aussi utilisé Tintin, et j'avais aussi un peu cette référence. Alors par contre, pas la même chose, puisque je crois que c'était dans le Trésor de Rackham le Rouge que la référence était faite un peu plus tôt aujourd'hui. Moi, c'est sur le Temple du Soleil. Alors, je ne sais pas si vous avez lu cet épisode de Tintin. Alors, si je raconte un peu l'histoire, Tintin et ses deux compatriotes, le professeur Tournesol et le capitaine Haddock, sont emprisonnés et sont voués à une mort certaine, donc en Amérique du Sud. Sauf que Tintin est vraiment très à l'aise, en fait. Le professeur Tournesol ne comprend absolument rien à ce qui se passe, évidemment. Et le capitaine Haddock n'en peut plus, il est complètement désespéré de cette situation, mais que va-t-il se passer ? Et voilà Tintin qui dit merci au astre souverain, merci au soleil, tu as entendu ma prière. Que se passe-t-il pour ceux qui connaissent ? Une éclipse du soleil, exactement. Donc on voit le soleil qui apparaît aussi dans la culture de tous les jours, en quelque sorte. Et pourquoi j'ai choisi cet épisode ? Eh bien parce que je vous conseille vivement, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent, d'aller voir une éclipse totale du soleil. Alors, petite information, en 2026, il va falloir être un peu patient, mais bon, c'est pas si loin que ça. En août 2026, il y aura une éclipse totale dans le nord de l'Espagne. Donc, c'est pas très loin d'ici, et je vous conseille vivement d'aller en voir une. Alors, allez vraiment sur le passage de ce qu'on appelle la totalité, où la Lune va recouvrir complètement le disque solaire. C'est une des expériences que moi j'ai faites au cours de ma carrière. Alors j'en ai fait une quand j'étais vraiment petite en 1999. Je ne sais pas si on a. Je sais qu'il y a le festival Astro Jeune d'un côté. Je ne pense pas qu'il l'ait vu, mais certains ou certaines d'entre vous l'ont peut-être vu en 1999. Moi malheureusement là où j'étais c'était nuageux. Et donc la première véritable expérience d'une éclipse totale du soleil que j'ai faite, c'était récemment en 2019 en Argentine. Alors la chance de travailler en physique solaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une éclipse totale du Soleil, bon, à part en Antarctique récemment, généralement, on a une réunion. Donc on a la chance d'y aller, évidemment de parler travail, mais aussi d'aller voir une éclipse totale du Soleil. Alors là, nos collègues argentins nous ont accueillis merveilleusement. On est allé dans une sorte d'endroit assez désertique, assez aride, proche des Andes. Donc un paysage où j'avais l'impression en fait d'être sur la surface de Mars, ce qui plaira sans doute à mes amis géologues et planétologues. Et de voir en fait petit à petit le disque solaire être recouvert de la Lune. Donc on avait nos petites lunettes, au fur et à mesure on voyait au cours de la journée le disque solaire se faire recouvrir. Et de voir en fait tout ce qui se passe autour de nous,
les sons qui s'amenuisent puisque les animaux commencent en fait à rentrer en quelque sorte dans leur tanière. C'est comme si en fait c'est le coucher de soleil. La beauté de la lumière aussi, encore une fois c'est un coucher de soleil mais en plein jour. C'était absolument formidable. Mais aussi, lorsque la totalité a eu lieu, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je voyais mon objet d'étude avec mes propres yeux. Alors encore une fois, pour mes amis géologues, alors pas les planétologues, mais les géologues, voilà, vous pouvez aller sur le terrain, aller récupérer des cailloux, etc. Ce qui est fantastique. Mais en physique solaire, malheureusement, on ne va pas sur le Soleil. On ne s'en rapproche même pas. Et de le voir, en fait, cet objet d'étude, alors évidemment, vous allez me dire, mais on le cache, le Soleil, on ne le voit pas. Mais moi, ce que j'étudie, eh bien, c'est l'atmosphère du Soleil, tout ce qu'il y a autour du Soleil. Donc regardez bien dans cette photo, bien que l'on cache le Soleil, qui apparaît comme une sorte de trou noir dans le ciel, en fait, il y a un halo extrêmement lumineux qui apparaît. Et cet halo lumineux, vous pouvez voir qu'il a une certaine structure, on voit qu'il est un petit peu plus allongé sur ces côtés-là. Et moi, ça m'en a donné des frissons. Et j'ai entendu autour de moi mes collègues ne plus parler. Et il y a eu un moment de communion qu'on a très rarement, parce qu'on aime bien quand même discuter, etc. Là, vraiment, on s'est tous tus. Et on a juste regardé et admiré ce paysage. C'était absolument fantastique. Et encore une fois, il y a la dimension scientifique, évidemment, le fait de voir cet objet d'étude, mais aussi la dimension humaine, où je me suis dit que ce phénomène naturel, eh bien, il a eu lieu à travers les âges, à travers les sociétés. Et je m'imaginais, ne sachant rien du Soleil, ne sachant rien du mouvement des planètes, admirer ça, ou alors en avoir peur peut-être. Je me suis dit que c'était quand même fantastique de travailler sur le Soleil. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelques-uns de ces mystères ou de ces secrets qui n'en sont plus vraiment pour nous, sur ce qu'est le Soleil. Alors il y a plein de choses que l'on ne connaît pas, mais il y a des choses que l'on connaît, et il y a peut-être 3 choses que j'aimerais que vous remportiez avec vous ce soir en termes de connaissances. La première, c'est qu'on vit dans le voisinage d'une étoile qui est très active. Et on vit en fait dans un cocon que le Soleil va créer, un cocon magnétique. On a aussi tendance à se représenter que le Soleil est jaunâtre, orange. Mais en fait, il n'est pas que jaune. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Et enfin, sur le Soleil, on a beaucoup de dynamique. Et je dirais même qu'il pleut sur le Soleil et qu'il vente dans le système solaire. Et vous allez voir pourquoi. Alors avant de continuer, je vais repasser un peu sur cette belle image d'éclipse. Donc vous voyez que l'éclipse a été zoomée. L'image a été processée. On voit notamment les structures dont on a parlé hier avec Sylvain et Brigitte. Si vous avez assisté à leur conférence, les différentes structures de la surface lunaire, les différents cratères. Mais surtout, ce que je veux que vous voyez, eh bien, ce sont ces structures assez intéressantes de l'atmosphère du Soleil. Donc le Soleil a une atmosphère comme la Terre, et elle est très structurée. Vous voyez que dans certains endroits, on a des cheveux qui sont plus ou moins lisses, et là derrière, c'est un peu comme derrière mes cheveux là, qui sont un peu emmêlés. On a une sorte d'emmêlement de cette chevelure en quelque sorte du Soleil. Et vous voyez que ça forme une sorte de couronne tout autour du Soleil. On ne va pas chercher le vocabulaire très loin, on va appeler ça la couronne du Soleil. La couronne du Soleil, en fait, c'est l'atmosphère étendue du Soleil. Alors, je vais en parler un petit peu plus loin. On voit aussi des structures qui vont s'étendre bien plus loin, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que l'aspect brumeux, encore une fois, c'est l'atmosphère du Soleil. Et qu'est-ce que ça représente, en fait, si je reviens un petit peu en arrière ici, on a ces structures qui apparaissent. En fait, ces structures, c'est le matériel solaire que l'on appelle du plasma, qui est en fait un gaz tellement chaud que les atomes en fait se sont scindés en quelque sorte entre ce qu'on appelle des ions et des électrons, des particules chargées. Et donc tout ça, c'est une soupe d'électrons et d'ions qu'on appelle un plasma. Et ce plasma, comme il est ionisé, eh bien il va suivre la structure du champ magnétique. Le Soleil a donc un champ magnétique comme la Terre. Et lors des éclipses solaires, on voit bien cette structure, mais alors, ça c'est une représentation assez simple du champ magnétique du Soleil.
En vérité, c'est un peu plus compliqué. Donc on a plutôt une structure comme celle-ci. Alors là, c'est au cours de la vie du Soleil, on a ce qu'on appelle des cycles. Alors en ce moment, on a plutôt des cycles. Quand je dis en ce moment, c'est sur les centaines d'années, les dernières 300 ans, 700 ans que l'on a du Soleil. On peut revenir à la cyclicité du Soleil, dans ce qu'on appelle les taches solaires, dont je vais en parler un petit peu plus tard. Mais ce que je veux que vous voyez ici, c'est que de temps en temps, le champ magnétique du Soleil est très complexe. Alors ici, ce que vous voyez, ce ne sont pas des données directes. En fait, ce que vous avez sur la surface du Soleil, c'est la mesure du champ magnétique à partir duquel on a reconstruit le champ magnétique tridimensionnel. Donc ça, ce n'est pas une vision d'artiste, c'est vraiment le champ magnétique tridimensionnel, mais qui est en quelque sorte reconstruit à partir de mesures de la surface du Soleil. Donc si je reviens maintenant à cette image de l'éclipse, donc vraiment ce qu'il faut retenir dans les prochaines diapos, c'est vraiment la structure magnétique du champ du Soleil et cette omniprésence du champ magnétique. Alors, j'en avais parlé un tout petit peu avant. On a ces structures qui vont s'étendre un tout petit peu. En fait, elles s'étendent, on a jusqu'aux confins du système solaire. Et le long de ces structures, on va avoir en fait ce plasma solaire, ce matériel du Soleil qui va s'échapper. On va donc avoir des électrons, des ions qui s'échappent du Soleil. Et ça va créer une sorte de... Je vous laisse deviner le mot. Alors, l'héliosphère, c'est le champ magnétique, on y est proche, mais cette brise qui s'éloigne du Soleil, c'est ce qu'on appelle en fait le vent solaire. Donc oui, il y a des particules qui s'échappent en permanence du Soleil. Donc ça, c'est une petite animation pour vous montrer la couronne solaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, on a représenté plein de petites particules qui s'échappent constamment. Et ce qu'il faut savoir, donc moi, quand j'étais petite, j'avais appris qu'il n'y a rien dans l'espace. Alors c'est pas vrai. C'est pas complètement faux dans le sens où la densité des particules est très très basse. Mais c'est vrai que l'espace n'est pas vide. En fait, quand on part de la Terre, évidemment, le nombre de particules sur, par exemple, un cube de 1 mètre cube, la densité est très petite, mais on trouve quand même des particules, et principalement des particules qui s'échappent du Soleil, ce vent solaire. Alors j'ai entendu héliosphère, je ne sais pas qui l'a dit, c'est un très bon mot parce que ça me permet d'aller à cette animation. Cette vue d'artiste, on voit le Soleil, on voit ces particules qui s'échappent du Soleil. Alors on a représenté les planètes. Et en fait, ces particules, elles s'échappent jusqu'aux confins du système solaire. En fait, c'est une définition des limites du système solaire qui est où s'arrête en fait l'influence du champ magnétique et donc l'envoi en quelque sorte de ces particules du Soleil. Et donc ça va délimiter la frontière du système solaire. Après, il y a d'autres manières de définir la frontière du système solaire, mais c'en est une. Et cette bulle magnétisée, c'est ce que l'on appelle l'héliosphère. Et c'est ce que je disais au tout début, qu'en fait, on vit, nous, sur Terre, et les autres planètes du système solaire, au sein de ce cocon magnétique. Alors pour la petite histoire, ce que je trouve vraiment très intéressant, même si ce n'est pas vraiment mon domaine de recherche, mais je trouve que c'est un peu la jonction avec les personnes qui s'intéressent à ce qui se passe entre les étoiles, le milieu interstellaire cette fois-ci, c'est qu'on voit cette bulle a une structure, une sorte de... c'est bien rond, on va dire ici, et puis ça s'échappe un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que le Soleil tourne autour du centre galactique. Et donc va rencontrer tout autour le milieu interstellaire, les poussières d'étoiles, etc. Et ça va en quelque sorte rentrer comme une sorte d'onde de choc qui va être créée, comme par exemple un bateau qui se déplacerait sur l'eau. Et on va avoir cette structure de l'héliosphère. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a la possibilité maintenant de regarder, alors pas pour le système solaire, on n'a pas la possibilité de visualiser ça, mais on voit ce que l'on appelle des astrosphères, qui sont en fait des héliosphères, mais d'autres étoiles dans notre galaxie. Donc on se rend compte encore une fois du lien entre le Soleil et les autres planètes. Alors pour revenir à notre étoile, déjà je voulais revenir à des petits fondamentaux pour expliquer un peu les images que je vais vous montrer. Déjà le fait que la lumière est une onde. Alors dans le langage courant, quand on parle de la lumière, c'est principalement la lumière visible, c'est-à-dire la lumière que l'on peut capter, que l'on peut interpréter avec nos propres yeux.
autour, on va dire, peut-être pour expliquer un petit peu plus en détail cette longueur d'onde, en fait, on peut la définir, elle a des caractéristiques. Par exemple, la distance entre ces deux pics ou ces deux creux, ou la fréquence de ces pics. Et quand la fréquence de l'onde augmente, on va passer dans un autre domaine qui est le domaine des ultraviolets. Quand la fréquence diminue, par contre, on va passer dans le domaine des infrarouges. On a sans doute entendu parler des UV, des infrarouges. Donc ça, ce sont des domaines de longueur d'onde de la lumière. Donc la lumière physique peut avoir une composante de lumière visible, mais aussi d'infrarouge et d'ultraviolet. Alors on peut aller en fait beaucoup plus loin dans le spectre. Je peux augmenter la fréquence de ces pics ou alors les diminuer encore plus. Je vais pouvoir comme ça compléter le spectre de la lumière, en particulier le spectre de la lumière qui nous provient du Soleil, remplit principalement tout. Alors parfois on a des gammas, c'est plutôt rare, mais le spectre lumineux qui nous vient du Soleil va couvrir tous ces domaines de longueur d'onde. Donc on va avoir de la lumière visible, on va avoir des ultraviolets, mais aussi des rayons X, des micro-ondes et des ondes radio. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, c'est parce que quand je parle de lumière, véritablement, je ne parle pas que de la lumière visible. En fait, le Soleil émet dans toutes ces longueurs d'onde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre instrumentation, on peut sélectionner plusieurs domaines de longueur d'onde. On peut dire, par exemple, je vais regarder que la lumière visible, ou alors je ne vais regarder que les rayons X. Et pourquoi c'est important ? Eh bien parce que ces longueurs d'onde sont reliées à la température. Alors c'est une température théorique de ce qu'on appelle un corps noir. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais juste pour une conversion assez simple, de se dire que plus la fréquence est élevée, eh bien plus la température du corps qui émet est chaude. Donc en lumière visible, c'est à peu près des centaines de milliers de Kelvin. Donc, après plusieurs milliers de Kelvin, on peut parler même de degrés Celsius, c'est pas très grave. Pour les ultraviolets, pour les rayons X, on va de quelques dizaines, de centaines, voire des millions de degrés. Et inversement, plus on va vers les ondes radio, les infrarouges, ce sont en fait des corps qui vont émettre à des températures moindres. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça veut dire qu'on peut regarder le Soleil, sélectionner des portions du spectre lumineux et dire « Ah tiens, cette structure-là, elle va émettre dans telle température et cette structure-là va émettre dans telle température. » C'est un peu comme si moi, là, j'avais des lunettes que je me mettais sur les yeux et je voyais les personnes qui émettent, je sais pas, j'ai chaud. Je pense que j'ai plus que 37,6 degrés peut-être. D'autres ont peut-être froid, je sais pas. Et en fait, ça me permet de sélectionner comme ça. Je vais dire un peu un qui est-ce qui a une température de 35 degrés, de 37 degrés, etc. Je vais faire la même chose sur le Soleil. Alors, sur la Terre, le problème, c'est qu'on a une atmosphère. Et cette atmosphère, comme je le représente ici, elle va en quelque sorte sélectionner certaines longueurs d'onde. Donc on va avoir, par exemple, les ultraviolets, les rayons X qui pénètrent très difficilement dans l'atmosphère terrestre. La lumière visible nous parvient, bien évidemment. Et puis, dans les infrarouges et les micro-ondes, alors aussi la radio, c'est pareil, on a quelques difficultés dans certaines longueurs d'onde et puis dans d'autres où ça passe plutôt bien pour les ondes radio. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, c'est parce que vous voyez que si je veux voir le Soleil, alors là, pour l'instant, on fait l'hypothèse qu'il émet en ultraviolet, en rayons X, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, si je veux le voir dans les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, qu'est-ce que je suis obligée de faire ? Voilà, d'aller dans l'espace. Je suis obligée de sortir de l'atmosphère terrestre pour pouvoir capter ces rayons lumineux. Ça veut dire qu'en fait, on n'a jamais vu le Soleil jusqu'à l'ère spatiale dans ces domaines de longueur d'onde. Donc vous voyez qu'on avait une connaissance du Soleil jusque dans les années 1950-60. On a commencé à envoyer des objets dans l'espace. Et vous pouvez imaginer, alors je vais vous montrer des clichés assez formidables, mais qu'on peut avoir une révolution complète à partir du moment où on a accès à ces longueurs d'onde.
Et c'est ce qui s'est passé. Alors, au tout début, on a envoyé des sondes qui n'avaient que des senseurs, donc on n'avait pas d'imagerie. Et ces senseurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont découvert le vent solaire. On a découvert qu'effectivement, alors ça avait déjà été fait en termes d'hypothèse, mais il y avait donc cette hypothèse de vent solaire, et ça a été vérifié par les premières sondes, alors des sondes russes, aussi avec le programme Luna, les sondes américaines avec Mariner et Pioneer. Et en fait, ça a permis aussi je ne sais pas si vous avez entendu parler de Parker, qui est un des grands scientifiques du milieu interplanétaire et aussi de la physique solaire, qui avait postulé que le vent solaire existait. Il avait aussi en fait publié un papier. Alors pour la petite histoire, la communauté scientifique ne l'avait pas cru au début, comme quoi il avait été assez tenace. En fait, on avait dit il raconte n'importe quoi. Ces équations étaient correctes pourtant, mais voilà, la communauté scientifique ne croyait pas que le vent solaire existait. Et avec l'avènement de l'exploration spatiale, on s'est rendu compte qu'effectivement le vent solaire existait bien. Et dans les années 60-70, on commence à voir les premiers instruments spatiaux qui vont regarder le Soleil. On a des clichés assez incroyables, et on va regarder le Soleil en rayons X et en extrême ultraviolet. En ultraviolet, c'est ce que l'on voit ici. Et vous voyez que le Soleil est complètement différent de la boule jaune ou orange que l'on peut s'imaginer être. Alors, je ne vais pas m'étendre trop, je disais à certaines personnes que j'aimerais beaucoup parler de tout ça. Donc, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais en fait, ce que je trouve assez incroyable, on a parlé tout à l'heure, si vous étiez au Café Science, on a parlé de l'instrumentation. Quelqu'un avait posé la question de l'innovation, et c'est vrai qu'on essaie toujours d'innover, mais on essaie aussi toujours de voir d'autres choses du Soleil. Alors là, ce que l'on voit, c'est les premiers clichés du Soleil avec le premier observatoire. C'était l'ancien ISS, l'ancienne station spatiale internationale. Skylab n'était que américaine. On a les premiers clichés du Soleil en ultraviolet. Et puis on a commencé à voir des rayons X. Alors j'en passe quelques-uns, bien sûr. On a des missions aussi de l'Agence spatiale européenne, et ainsi de suite. Et puis on arrive à cette mission dont je vais parler un petit peu plus en détail, Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne et de la NASA. En fait, plus ça va, plus on a la résolution spatiale, et on a aussi des clichés qui nous permettent de voir le Soleil, voire même au-delà. On voit ici des énormes structures qui apparaissent dans l'atmosphère du Soleil et que l'on peut suivre vraiment très loin en ayant des très grands champs de vue. Donc, avant de parler de Solar Orbiter, j'aimerais revenir à ces longueurs d'onde et pourquoi je veux vous partager ces longueurs d'onde. Alors là, c'est juste un petit schéma pour vous montrer plein de missions que l'on a, qui sont très complémentaires les unes des autres parce qu'elles ne sont pas placées au même endroit, donc on n'a pas des vues forcément similaires du Soleil. Alors on a aussi des grands observatoires au sol, on a aussi des batteries de missions autour de la Terre pour voir aussi l'influence du Soleil sur la Terre, mais je vais en parler un petit peu plus en détail juste après. Donc, pourquoi je vous parlais tout à l'heure des longueurs d'onde ? Eh bien parce que maintenant, on a la capacité de voir le Soleil dans toutes ces longueurs d'onde. Donc dans les ondes radio, dans la lumière visible, dans les rayons X, etc. Donc si maintenant j'ai un filtre, en particulier j'ai un télescope avec un filtre qui nous permet de voir la lumière visible, donc rappelez-vous, la lumière visible, c'est à peu près quelques milliers de degrés. Ce que l'on voit, en fait, c'est que l'on voit la surface du Soleil. C'est peut-être ce que vous imaginez que le Soleil est, cette sorte de boule jaunâtre. Mais ce qui est intéressant, c'est que même au niveau de cette surface, on a de la dynamique. On a des choses qui évoluent, qui apparaissent. Et en particulier, on a ces structures que l'on appelle des taches solaires. Ces taches solaires, c'est en quelque sorte les taches de rousseur du Soleil qui apparaissent au fur et à mesure du temps et qui disparaissent aussi. C'est comme ça qu'on arrive à définir un cycle solaire. On a aussi la complexité de ces taches qui va évoluer au cours du temps. On voit ce genre de choses. Alors, il faut s'imaginer que la taille... alors, je sais pas si, j'ai pas la taille de la Terre, mais il faut s'imaginer que la taille de la Terre ici, je l'ai pas mis c'est on va dire ce point-là, quoi. C'est pour vous imaginer la grosseur du Soleil. Ça, c'est une véritable vidéo qui a été prise à partir d'images acquises d'un télescope solaire au sol dans les îles Canaries. Et donc, vous imaginez le degré de détail que l'on a maintenant au niveau de la surface du Soleil. Et ce que je vais vous montrer ici, ce sont déjà ces petites structures là que l'on voit ici. Alors, je ne sais pas si ça vous fait penser à une casserole en ébullition.
Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a du plasma en ébullition qui est chauffé à l'intérieur du Soleil, qui va remonter comme ces bulles de convection dans votre casserole au moment de verser vos pâtes. Et donc on a ces bulles qui en quelque sorte éclatent à la surface du Soleil, et de temps en temps en fait on voit apparaître ces taches solaires. Donc si je dézoome sur le Soleil, c'est ce que l'on a ici. Qu'est-ce que c'est en fait ces taches solaires? Ce sont des endroits où le champ magnétique, rappelez-vous, le champ magnétique est omniprésent, mais ce champ magnétique de temps en temps il va se concentrer, et en se concentrant en fait il y aura moins de matériel, donc moins d'émissions. Ces taches apparaissent plus sombres. Elles sont encore très chaudes, on est encore à des milliers de degrés, mais comme elles sont un peu moins chaudes que leur voisinage, c'est pour ça qu'elles apparaissent chaudes. Alors pour la petite histoire aussi, là on appelle ça l'ombre et la pénombre. Donc même en anglais, on appelle ça umbra et penumbra, qui vient du français, parce que les grands observateurs à l'époque du Soleil, c'était notamment des physiciens solaires français. Alors là, j'ai marqué, juste pour donner un ordre de grandeur, ça c'est la mesure, le Tesla, c'est la mesure du champ magnétique. Ce ne sont pas les voitures, Tesla. Donc la quantité de champ magnétique que l'on a ici, c'est 0,3 Tesla. Pour information, le champ magnétique de la Terre, c'est de l'ordre du nano-Tesla. Donc 10 puissance moins 9, on a 9 zéros après la virgule comparé à ça. Donc c'est des champs magnétiques qui sont très très forts. Alors, je vous ai montré ce petit cliché là qui était la surface du Soleil. Maintenant, si je mets mes lunettes spéciales ou si j'envoie un télescope avec des filtres ultraviolets rayons X, qu'est-ce que je vais voir? Je vais commencer à voir des températures plus chaudes. Donc là, c'était la lumière visible. Ça, ce sont des longueurs d'onde, ce qu'on appelle les 304 Angstrom, des longueurs d'onde qui sont à peu près 10 000 degrés. D'accord, des ultraviolets que l'on appelle les ultraviolets plutôt extrêmes. Et là, on voit apparaître des structures qui sont complètement différentes de la surface lisse du Soleil. Mais là, ça devrait vous interloquer, parce que je viens de dire, mais l'atmosphère du Soleil, donc là, on est un peu plus au-dessus de la surface du Soleil, là, je viens de dire qu'on était à des températures de quelques dizaines de milliers de degrés. Or, on s'éloigne du cœur du Soleil, où la chaleur, en quelque sorte, l'énergie du Soleil est créée. Et normalement, dans l'expérience de tous les jours, si vous éloignez de votre four ou si vous éloignez du radiateur ou de votre feu de camp, qu'est-ce qui se passe? Normalement, plus vous éloignez de la source de chaleur, plus il fait froid. Une des lois de la thermodynamique. Ça, on le sait, on en fait l'expérience tous les jours. La physique nous dit que plus on s'éloigne d'une source de chaleur, plus les températures devraient baisser. Or, dans l'atmosphère du Soleil, plus on s'éloigne de la surface du Soleil, plus les températures augmentent. Alors, maintenant, je vais voir un peu plus loin. Je chausse mes lunettes ou j'envoie mes télescopes. Alors, donc la chromosphère, c'est la première, la première couche de l'atmosphère du Soleil. On est à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. Alors, je voulais vous montrer cette petite vidéo pour vous montrer qu'on n'est plus sur la surface lisse. On a plein de petits jets de matière qui apparaissent ici et là. Je crois que j'ai une autre vidéo ici que je voulais vous montrer. Alors, celle-là, je la trouve formidable. Alors, bon, c'est un mécanisme d'instabilité qui a lieu, etc. Mais ce que je vais vous montrer ici, donc on a une très belle boucle magnétique qui est chauffée. On a du plasma qui est très, très chaud. Là, alors, là, on atteint, si on met un autre filtre, on verrait que ça atteint quelques millions de degrés. Mais ce que je vais vous montrer ici, alors on va attendre un tout petit peu là que ça se calme. Je ne sais pas si vous commencez à voir de la matière qui descend, qui tombe sur le Soleil. En voyant ça, nos collègues ont appelé ça, puisqu'on s'inspire de la vie de tous les jours, de la pluie. Ça s'appelle de la pluie coronale. Alors, ce n'est pas de la pluie d'eau, c'est de la pluie de plasma à plus d'1 million de degrés. Donc, je ne vous souhaite absolument pas chanter sous cette pluie. Et dans cette vidéo, on a aussi mis la Terre. Vous voyez que c'est vraiment tout petit comparé à ces énormes structures. Et je trouve ça assez formidable que, en fait, dans l'atmosphère du Soleil, on voit ce plasma bouger, mais aussi être structuré. Ça ne tombe pas n'importe où, ça tombe le long de lignes. Ces lignes sont invisibles, le champ magnétique est invisible, mais par contre, on va venir tracer ces lignes de champ. Et là, en l'occurrence, on va voir la pluie tomber, cette pluie de plasma tomber
au niveau de la surface du Soleil. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il pleut sur le Soleil, véritablement. Alors, je vais chausser d'autres lunettes un peu plus chaudes, et là on arrive à la couronne, donc vraiment ce que je vous montrais tout à l'heure avec les images d'éclipse, où là par contre on a une atmosphère complètement turbulente, encore plus chaude, on est encore plus loin de la surface, et il y fait encore plus chaud. Donc, pour vous dire, on est vraiment à l'encontre de la physique que l'on connaît de tous les jours. C'est pas normal qu'il y fasse aussi chaud, et c'est pas normal qu'on atteigne encore plus de... on s'éloigne de plus en plus, hein, et il fait de plus en plus chaud. Et en plus, c'est un monde absolument turbulent. Alors, je passe sur cette image très rapidement pour vous dire que là, je vais montrer des images d'une mission spatiale de la NASA qui s'appelle le Solar Dynamics Observatory, le SDO. Et ce qui est fabuleux avec cette mission, c'est qu'elle a 10 télescopes, donc 10 filtres qui vont voir le Soleil à la fois dans les longueurs d'onde visibles et aussi, donc on est ici en visible, ici plutôt en visible, et puis plus ça va, plus on est dans les ultraviolets extrêmes et pratiquement les rayons X. Et en fait, ce que l'on va voir, alors là c'est juste des tranches que l'on a fait, mais on voit vraiment le Soleil entier dans tous ces filtres-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les couleurs qu'on a rajoutées, à part ces couleurs-là, la lumière visible vraiment, toutes ces couleurs-là, ce sont juste à titre indicatif. On n'a pas vraiment de couleurs, on ne peut pas les voir avec nos yeux, on ne voit pas les rayons X, on ne voit pas les ultraviolets, mais on rajoute des couleurs pour nous, pour dire « Ah, je sais que quand tu utilises cette couleur-là, je sais que c'est ce qu'on appelle le 304 angstrom ». Donc ne vous fiez pas ici aux couleurs. Ce que je veux vous dire, ce sont des couleurs en quelque sorte que l'on ne peut pas voir, et on a remis des couleurs que l'on peut interpréter avec nos yeux. Alors normalement, j'ai un petit film, là, j'ai sélectionné... Alors j'avais du son, mais je vais parce que ça ne vient que de mon ordinateur. Et en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en jouant avec les filtres, en fait, on va voir des structures complètement différentes du Soleil. Alors là, on a des énormes structures en suspension ici. Là, c'est dans un autre filtre. Alors, on voit plutôt maintenant des zones très sombres du Soleil, des sortes de trous qui apparaissent. On voit, alors là, on est encore à des millions de degrés. Hein. On voit que l'atmosphère du Soleil, cette fois-ci, est plus du tout lisse. On a des grandes structures, on a de la turbulence. Enfin, c'est un monde qui est complètement différent. C'est un peu comme si on passait des dunes du Sahara plutôt lisses à la forêt amazonienne où il y a plein d'insectes qui grouillent un peu partout. On a des grandes gerbes de plasma qui sont éjectées. Donc voilà, je peux vous passer je pourrais vous faire un film d'1 heure, mais voilà, celle-là j'aime beaucoup parce qu'on voit à la fois les taches solaires et puis on voit des structures très chaudes qui apparaissent. Et donc vraiment le but, alors on voit aussi un peu de pluie là, on le voit de face, on voit la pluie retomber et puis là on voit d'autres arcades, etc. Bon, tout ça, ce sont des sujets de recherche. Je vais juste vous montrer celle-là vraiment plus précisément. L'autre c'était plus un... mince. Si je retourne, est-ce que je peux le lancer ? Je ne sais pas si je peux le lancer. Je sais pourquoi. C'est parce qu'au tout début, c'est un peu lent. Je suis un peu impatiente. Normalement, ça devrait marcher. Ouais, voilà, très bien. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est cette structure. Là, on en a deux. On a cette structure un peu filamentaire. On a une sorte de méduse ici, ancrée au niveau du Soleil. Et la raison pour laquelle j'aime bien la montrer, c'est parce que des fois, sur YouTube, on trouve des vidéos qui disent la NASA nous ment ou l'ESA nous ment. Il y a bien des extraterrestres, vous voyez, des vaisseaux spatials qui prennent la puissance du Soleil et qui s'ancrent. Et une fois qu'ils sont chargés, on va voir ces structures, ces sortes de méduses extraterrestres qui vont s'échapper dans l'espace. Et vraiment, je ne mens pas, il y a vraiment des gens qui écrivent ça, mais non. En fait, on sait très bien ce que c'est. Ça, ce sont des structures magnétiques qui sont normalement ancrées au niveau du Soleil et qui vont, par des instabilités, en fait, être éjectées. En fait, à un moment donné, c'est un peu comme alors, c'est pas du tout comme un volcan, mais juste pour l'interprétation physique des choses, des fois on atteint un point de non-retour où il y a trop de pression. Donc dans un volcan, il y a trop de pression du magma, le volcan va exploser. Là, de la même manière, en fait, on va avoir trop de pression magnétique et les structures vont être éjectées. Alors j'avais parlé tout à l'heure de ces trous. Ces trous sont très intéressants, on s'y intéresse de plus en plus parce qu'en fait, on s'aperçoit que le vent solaire qui s'y échappe, donc vous vous rappelez cette brise permanente d'ions, d'électrons qui s'échappent du Soleil, ne va pas s'échapper à la même vitesse de ces trous.
ce qu'on appelle les origines du vent solaire, ce qu'on appelle rapide, alors qu'un peu partout, on a plutôt du vent solaire lent. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. C'est un peu comme si sur Terre, on essayait de comprendre pourquoi dans des endroits, il y a des ouragans, ou il y a des tempêtes, et pourquoi dans d'autres endroits, il y a plutôt une brise fraîche, voire même pas de brise, comme ici. Donc voilà, ça fait partie de certains sujets, et vous allez voir pourquoi c'est important de comprendre tout ça. Donc, pour revenir à mon sujet de prédilection, vous avez vu des sortes de structures qui sont éjectées. Et en particulier, moi, je m'intéresse à ces éruptions solaires, et notamment aux éruptions solaires très énergétiques. On en voit un exemple ici. Alors, j'ai sélectionné dans le visible, on voit pratiquement rien. On voit juste les taches solaires. On sait que ces éruptions solaires ont principalement lieu dans des endroits de forts champs magnétiques. Et puis, j'en ai sélectionné d'autres où on voit vraiment... alors, on a la saturation de nos capteurs, mais on voit vraiment ces flashs lumineux. En fait, en français... la traduction du mot en anglais, c'est ce qu'on appelle des embriancements, parce qu'on n'a pas forcément une éruption qui s'accompagne, c'est-à-dire on n'a pas forcément un dégazage en quelque sorte, ou un envoi de plasma dans le milieu interplanétaire, mais on a ces flashs lumineux, c'est-à-dire qu'on envoie énormément de photons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, on a des conséquences, même s'il n'y a rien qui part dans l'espace. En termes de grosses structures, on a quand même des photons. Et ça va créer ce qu'on appelle des blackouts radio. C'est-à-dire que même sur Terre, surtout si vous êtes radioamateur, vous avez peut-être rencontré ce phénomène où en fait, l'ionosphère est impactée par cette radiation du Soleil. On appelle ça des tempêtes de radiation. Et en fait, l'ionosphère ne permet plus de transmettre certaines ondes radio que l'on utilise, par exemple, dans l'aviation civile. Donc ça peut avoir des impacts assez importants sur Terre. Alors, moi, je m'intéresse quand même aux flashs lumineux qui s'accompagnent de grosses structures qui partent dans l'espace. Alors, j'ai sélectionné cette vidéo-là parce que je l'aime beaucoup. J'en fais un zoom. Alors, vous avez vu cette structure partir. Et là, je fais un dézoom avec d'autres télescopes. Alors ça, ces télescopes, c'est très intéressant. En fait, on vient faire des éclipses artificielles. On a rajouté la petite vidéo que je vous avais mis tout à l'heure au centre. Et c'est ce qu'on appelle un coronographe. En fait, on va regarder la couronne solaire de manière artificielle. On va venir cacher le Soleil. Tout ça, c'est fait avec des instruments spatiaux. Et on a plusieurs champs de vue. Donc, ici, on compare différents champs de vue, les grands champs de vue et les plus petits champs de vue en rouge. Donc, le grand champ de vue en bleu. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est la grosseur de ces structures. Vous voyez qu'au début, ça part d'une portion du Soleil, et plus ça va, plus ces structures grossissent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le champ magnétique diminue plus on s'éloigne du Soleil, donc il n'y a rien pour les retenir. C'est un peu comme si vous avez une bulle de savon, mais dans le vide. Je dis, c'est pas complètement vide, mais il y a moins de pression. Et ces structures, en fait, ont tendance à, vu qu'il n'y a rien qui presse dessus, ces bulles magnétiques ont tendance à s'étendre. Et là, on voit des planètes. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on a ces énormes structures qui se propagent, eh bien, les planètes peuvent être dans leur chemin de propagation. Alors là, c'était une époque assez costaud en termes d'activité. Alors, c'est accéléré sur une période de 1 mois. C'était en octobre 2003. Alors, il y en a eu pas mal. Il y en a eu une très importante avec des conséquences importantes sur Terre qu'on a appelée la tempête d'Halloween, parce que ça a eu lieu vers la fin du mois d'octobre. Alors, on voit des comètes. Je ne sais pas si vous avez vu les 2 petits points là qu'on a vu. En fait, c'est des comètes que l'on voit qui se rapprochent du Soleil. Alors, ça, c'est une planète. Les planètes sont tellement plus lumineuses qu'autour du Soleil qu'on les voit saturées. Pareil, on peut voir des personnes qui disent la NASA nous ment, ce sont des UFO, ce sont des extraterrestres, enfin des vaisseaux extraterrestres. Non, c'est une planète qui passe dans le champ de vue et ça vient saturer. C'est pour ça que ça fait ces structures-là. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment la fréquence. Bon, c'est accéléré, mais on voit que sur une période d'1 mois, on peut en avoir fréquemment, quelques dizaines par jour de temps en temps, et donc pas mal de fois dans le mois. Et donc ça a des conséquences sur Terre, mais on est quand même bien protégé, la Terre ayant un champ magnétique qui est représenté ici. Donc ça, c'est une vue d'artiste. On a représenté, alors le Soleil ne va pas bouger comme ça, mais c'est juste pour représenter le passage de cette tempête solaire. Et ce que l'on voit ici, je ne sais pas si vous avez vu le champ magnétique terrestre, ce qu'on appelle la magnétosphère, va en quelque sorte vibrer
à l'arrivée de ces tempêtes solaires. Et c'est cette vibration, alors c'est une réaction en chaîne, si je remets j'essaie de remettre la petite vidéo. En fait, c'est une réaction en chaîne. On a tendance à dire que c'est les tempêtes solaires qui viennent directement sur la Terre. En fait, non, ce qui va se passer, c'est que c'est le champ magnétique terrestre qui va vibrer, qui a autour d'elle des particules qui vont être accélérées. Elles vont être accélérées en suivant le champ magnétique. Et si vous avez, avec votre regard, votre œil d'aigle, si vous avez bien vu, le champ magnétique terrestre s'ancre au niveau des pôles de la Terre. Et donc, on va avoir principalement des accélérations de particules au niveau des pôles de la Terre. C'est pourquoi, alors, les conséquences, ce sont les aurores boréales, les aurores australes aussi dans l'hémisphère sud. Et donc, c'est pour ça que généralement, on va plutôt en Islande, en Norvège, etc., pour aller voir des aurores boréales. Sauf, si vous en avez vu, en mai de cette année, on a eu des tempêtes solaires vraiment très robustes et qui ont vraiment impacté l'environnement spatial de la Terre. Alors j'en ai discuté avec certains et certaines d'entre vous. Vous avez eu la chance d'en voir dans des endroits différents. J'espère que la plupart de vous ont eu la chance de les voir. Alors ça, c'est une photo absolument magnifique du Mont Saint-Michel. Alors je crois que j'ai même une vidéo. J'ai récupéré cette vidéo où on voit en plus c'est des couleurs vraiment absolument fabuleuses. Et on voit vraiment le mouvement. Alors, c'est assez accéléré, on voit le mouvement de la Lune, etc. Mais voilà, le fait de pouvoir les voir en France, c'est assez particulier. Mais c'est aussi pour vous dire que voilà, de temps en temps, on a quand même des événements robustes qui font que les particules qui sont accélérées ne sont pas que localisées au niveau des pôles et peuvent descendre à des latitudes qui sont beaucoup plus basses que la normale. Alors, la Terre n'est pas la seule à avoir des conséquences en termes d'aurores. On a des aurores sur Jupiter, on a des aurores sur Saturne. Alors, bon, je fais un raccourci parce que la plupart de ces aurores, en fait, sont dues à des interactions entre les satellites de ces, donc par exemple Io, Europe, etc., avec les planètes gazeuses, Jupiter et Saturne. Mais de temps en temps, on peut suivre vraiment l'arrivée d'une tempête solaire à ces géantes gazeuses et voir en effet une conséquence en termes d'intensité d'aurore boréale et australe sur ces planètes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et on a parlé, alors j'ai entendu dans plusieurs conférences la suite de l'exploration spatiale. Est-ce qu'on va retourner sur la Lune ? Alors oui, j'aimerais bien, je sais, on peut en discuter, pourquoi le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un environnement hostile pour plein de raisons, que ce soit l'atmosphère, que ce soit on a parlé de la poussière, etc. Mais aussi pour des questions de radiation, parce qu'on n'a pas, en fait, la Lune n'est pas protégée par un champ magnétique comme la Terre, et donc ce champ magnétique nous protège des radiations, des particules, de ce champ magnétique qui est envoyé du Soleil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on savait. Même quand on envoyait des humains avec, les premiers hommes avec les missions Apollo, on était déjà au courant, on savait qu'il y avait des radiations. Je peux vous raconter plein d'anecdotes sur des grands... lors de la guerre froide, à un moment donné où il y a eu un blackout radio dû à une éruption solaire, où en fait les Américains ont pensé que c'était les Russes qui avaient attaqué une base. Enfin bon, il y a vraiment des scénarios catastrophes qui peuvent être liés à des phénomènes solaires. Donc on était au courant, il y avait des scénarios de mitigation, mais on a quand même eu de la chance, parce qu'en remontant dans le temps, en fait, on s'aperçoit, donc ça c'est toutes les missions Apollo, là, le 7, 8, 9, etc. À partir de la 11, on est vraiment sur le sol lunaire, à part la 13, et on a répertorié les grands événements à particules très énergétiques qui viennent du Soleil, et en particulier, donc vous voyez les doses, alors il y a les doses où c'est plutôt naturel, suivant les endroits du monde où vous vous trouvez, il y a des doses qui sont liées à ce que quelqu'un qui va travailler, par exemple, dans des centrales nucléaires va recevoir, des doses où on peut avoir des effets relativement de courte durée au niveau santé, et puis des doses qui sont complètement fatales. Et en fait, entre les deux missions Apollo 16 et 17, en fait, on a eu un événement à particules qui aurait pu engendrer la mort des astronautes s'ils avaient été dans l'espace. Donc c'est vraiment pas quelque chose à ne pas prendre au sérieux, bien au contraire. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être absolument, absolument bien pensé, notamment lors de missions lunaires, voire martiennes, peut-être dans un temps.
Alors sur Terre, juste pour un petit mot, je ne vais pas trop m'épancher sur ça, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a quand même des conséquences importantes sur nos sociétés. En fait, c'est assez marrant parce que je vous ai parlé on a découvert plein de choses sur le Soleil à partir du moment où on est allé dans l'espace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu de la technologie d'aller dans l'espace, mais inversement, le fait d'aller dans l'espace, on a plein de satellites qui sont maintenant en fait aux aléas, enfin qui subissent les aléas du Soleil, notamment avec des effets de déorbitage, enfin de perte d'orbite, du fait des conséquences sur l'ionosphère, le fait d'avoir par exemple des circuits qui vont être impactés par les radiations de particules énergétiques, les réseaux électriques aussi qui peuvent être plus ou moins robustes suivant la manière dont c'est pensé, qui peuvent être robustes par rapport aux éruptions solaires. Donc il y a plein de choses vraiment où la société doit penser en termes de conséquences de l'activité du Soleil. Alors, je vous ai montré qu'il y a plein de questions. D'où vient le vent solaire? Pourquoi est-ce qu'on a du vent solaire rapide, lent? Quel est vraiment le moteur des éruptions solaires? Quel est ce mystère du chauffage de la couronne? Il y a encore plein de mystères et on en voit évidemment encore des missions spatiales. Et en particulier, on en voit une qui est très chère à mon cœur, qui est la mission Solar Orbiter. Alors ça, c'est une vue que j'aime beaucoup, une vue d'artiste. On voit notre chère mission, cher robot en quelque sorte, qui a à bord une dizaine de suites d'instruments, des télescopes. Vous voyez qu'on a un bouclier thermique qui va venir protéger les instruments. On a des petites portes qui vont s'ouvrir et se fermer pour protéger les instruments. On a les beaux panneaux solaires, on a aussi des antennes radio. Et si je reviens un petit peu en arrière pour la refaire, voilà ici, on a un mât. Et donc ce mât-là, par contre, il est protégé parce qu'il est derrière le bouclier. Il est toujours en quelque sorte dans l'ombre. Et tout ça, en fait, ce sont des senseurs, des sortes de thermomètres, des baromètres qui vont mesurer l'environnement autour de la sonde. Et vraiment, l'une des missions de cette sonde interplanétaire, c'est de regarder le Soleil, de regarder ce qui se passe au Soleil et de regarder comment ce qui se passe au Soleil va influencer l'environnement de la sonde. Et j'aime beaucoup cette analogie qu'avait faite un de mes collègues, qui était de dire, c'est un peu comme si vous étiez dans une barque sur une rivière qui viendrait d'une cascade. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous vous rapprochez, parce qu'on se rapproche de plus en plus du Soleil, on se rapproche de la cascade, on prend en photo la cascade, et on mesure aussi l'écoulement autour de la barque. Et c'est essayer de comprendre comment est-ce que le flux de la cascade, comment est-ce que les propriétés de la cascade va influencer l'écoulement d'eau qu'il y a autour de la barque. Donc voilà, c'est un peu une barque cosmique en direction du Soleil. Alors, j'ai parlé de tous ces instruments, on en a plein, on a des imageurs, on va regarder le Soleil, on a des instruments qui vont venir analyser la composition de la lumière, ce qu'on appelle des spectromètres. On a tous ces senseurs dont j'ai parlé sur les mâts, sur les côtés, on va détecter les particules, le champ magnétique, etc. Tout à l'heure, lors du café science, j'avais parlé de couteau suisse. C'est véritablement un couteau suisse où on va sortir toute cette artillerie d'instrumentation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une mission qui est très compliquée. Alors, avant ça, je veux juste vous montrer la genèse, en quelque sorte. Il y a eu plein de tests qui ont été faits. Le projet a pris quand même un peu de retard. Mais en 2020, février 2020, on est parti avec les équipes. Alors, 10 suites d'instruments, plus de 200 chercheurs et chercheuses à travers le monde, principalement en Europe, mais on a aussi une partie américaine. On s'est retrouvés au centre Kennedy. Ça a été lancé depuis la Floride, proche de là où plusieurs missions solaires ont été lancées. Donc il y avait un peu aussi un effet d'héritage, de transmission de savoir. Et là, vous voyez que... alors j'en ai des frissons à vous en parler, parce que c'est aussi un des... vraiment des choses qui... on va dire des pics de ma carrière, où, je reviens ici, on est à moins d'une heure, enfin un peu plus d'une heure du lancement. On a pris une petite photo, on est un peu nerveux. Alors moi, j'ai quand même eu la chance de participer à cette aventure plutôt vers la fin. Bon, ça devait être lancé en 2017, finalement c'est lancé en 2020, mais je suis arrivée plutôt sur le tard. Mais certains, ça faisait plus de 20 ans qu'ils avaient conceptualisé la mission, qu'ils avaient demandé de l'argent, qu'ils avaient construit les instruments. C'est une véritable aventure, je dirais même familiale, parce qu'on a vu des gens passer le bâton et dire bon, voilà, maintenant c'est toi qui es responsable de cet instrument. Des gens qui sont partis à la retraite, qui sont venus, etc.
Donc on s'est retrouvés. Alors malheureusement, j'ai pas le son, hein, ça ne marche pas, mais bon, vous imaginez le 5, 4, 3, 2, 1 que vous imaginez. Alors on est parti sur une Atlas 5, si jamais vous êtes fan de fusée, et on va voir là. Alors ça a été lancé encore une fois depuis la Floride. Nous on est plutôt loin. Alors nous on le voit d'ici. Hein, c'est un petit encart. Je sais pas si vous voyez. Là c'est une autre vidéo. On voit juste la fusée de très loin. Alors malheureusement vous n'avez pas le bruit. Alors au début on voit ce Ok, on ne sait pas si ça a explosé ou pas. Là, on sait que ça part. On voit cette... alors, on avait la Lune juste au-dessus, une pleine Lune. On voit c'était assez incroyable, hein, on voit la fusée partir. Et là, quelques secondes plus tard, on entend, on entend, mais surtout, on sent le bruit de la fusée qui vibre. Ça fait vibrer les gradins. Et là, on se tient tous la main en disant... faut que ça parte. Et là, un très beau lancement avec la courbure de la Terre. Donc on l'a vu partir et puis avec la courbure de la Terre, on l'a vu partir et puis redescendre hein, par effet de perspective. Et là, gros soulagement quoi. Voilà. Ça a l'air d'être bien parti. Bon après, ça met quelques heures hein, parce que le lancement lui-même c'est quelques minutes, mais après il faut quand même vérifier que tout va bien, que ça a été bien mis en orbite. Ça dure même des jours après parce qu'il faut vérifier que tous les instruments marchent bien. Après il y a vérifier que la science peut être faite. Donc ça va prendre près de 1 an et demi. On est parti en février 2020. Et donc toute cette période qu'on appelle la recette en vol en français va être faite pendant la pandémie. Et donc, c'est la seule, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la seule... alors, il y en a d'autres, bien sûr, on a plein de missions spatiales qui sont encore en exécution, hein, mais c'est la seule dont, depuis le lancement avec la recette en vol, pratiquement tout a été fait en distanciel. Alors, c'est assez marrant parce qu'on voit un des collègues qui vérifie que tout va bien depuis la chambre de son enfant, il a installé son ordinateur, etc. Mais voilà, c'est une aventure humaine, même dans des conditions difficiles. Voilà, ça s'est bien passé. On est en 2024, tout marche de manière parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Alors, on est parti en février 2020. Vous voyez que la sonde tourne autour du Soleil. On a la Terre ici. Et la particularité de cette mission, c'est qu'en fait, on va venir se servir de Vénus, ce qu'on appelle un effet de lance-pierre. En fait, on va échanger ce qu'on appelle du moment cinétique. On va se servir de la gravité de Vénus pour venir accélérer et se rapprocher du Soleil. En fait, c'est la seule mission. C'est un défi technologique, c'est la seule mission qui va se rapprocher autant du Soleil avec des télescopes à bord. On va se rapprocher à moins de 1/3 de la distance Soleil-Terre. Vous voyez que la Terre est là, et au fur et à mesure du temps, on est là, et on se rapproche de plus en plus. Et l'autre particularité, alors on est en 2022 ici, je ne sais pas si ça va accélérer, bon, sinon je passerai un peu, mais à partir de l'année prochaine, on est toujours là en train de tourner dans ce qu'on appelle le plan d'orbite des planètes du système solaire. Et à partir de l'année prochaine, on va commencer à sortir du plan d'orbite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à imager les pôles du Soleil. Quelque chose que l'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez l'inclination de l'orbite qui commence à changer à partir de 2025. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Alors j'aimerais vous parler de toute la science qu'on a faite, mais bon, l'heure tourne et puis je veux juste montrer vraiment les choses que je trouve assez incroyables. Déjà, on a vu le Soleil en résolution spatiale inégalée, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout un niveau de détail que l'on n'avait pas jusqu'à présent, parce que c'est vraiment rapproché du Soleil. Alors là, c'est une image qui a été faite en prenant l'instrument à très haute résolution, mais qui a un petit champ de vue. Et donc, on a passé un peu du temps à faire de la mosaïque de plein d'endroits du Soleil et de tout coller ensemble. En fait, ça donne cette image-là qui a plus de 83 millions de pixels. C'est 10 fois meilleur qu'une télé en 4K. Donc en fait, on n'a pas la raison. En fait, avec nos ordinateurs, on peut même pas voir, on peut pas afficher ce niveau des détails avec le Soleil entier sur notre écran. On peut aussi étudier des comètes. Alors ça, c'est assez annexe, hein, c'est pas vraiment le rôle, mais comme on a des imageurs qui vont regarder un peu plus loin, on voit aussi des comètes et on a des études qui sont faites sur les comètes. Alors là, c'est pour vous montrer les différentes visions qu'on a du Soleil. Là, on a le Soleil en entier. On voit que le Soleil en entier, si on zoome, on voit pas vraiment la résolution, mais on a cet instrument qui va venir voir le Soleil dans des détails vraiment inégalés.
et on va pouvoir jouer avec ces différences de résolution. Donc soit on voit le soleil en entier, mais on peut pas, en zoomant, on voit pas vraiment la résolution, soit on va venir zoomer. Et en fait, ça c'est vraiment une vidéo. Si vous regardez les grandes structures, on n'a pas l'impression que ça bouge, et puis si on voit les petites structures, on voit qu'il y a plein de choses qui bougent. Et ça a été l'un des premiers résultats de la mission, c'est de dire que, en fait, si on voit le soleil vraiment très rapidement, on n'a pas l'impression que les choses bougent. Et en fait, si on a plein de petites choses là qui s'illuminent un petit peu partout, ça a été nommé des feux de camp. Et ce que l'on pense, c'est que ces feux de camp sont très importants pour le mystère du chauffage de la couronne. On pense en fait qu'il y a plein de petits événements qui ont lieu un peu partout, qu'on n'avait pas vus avant, parce qu'on n'avait pas forcément la résolution spatiale pour voir tous ces petits événements. Et en fait, ça a lieu un peu partout sur le Soleil, et c'est peut-être ça qui serait à l'origine de ce chauffage. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que l'atmosphère est tellement structurée magnétiquement qu'on va on va en fait changer l'énergie magnétique en chauffage, et on va venir chauffer la couronne du Soleil. Encore une fois, la Terre pour vous visionner l'échelle de ces structures. Alors, pour revenir à cette aurore que j'espère vous avez pu voir en mai de cette année. Cette aurore, en fait, j'avais parlé des tempêtes solaires, enfin de ces structures qui partent du Soleil. En fait, elles étaient issues d'une région active très complexe. Cette région active que l'on voit ici, alors pourquoi je parle de complexité, vous voyez que là, le champ magnétique qui est dessiné par ce plasma va un peu dans tous les sens. Et à ce moment-là, en fait, en mai 2025, Solar Orbiter est derrière le Soleil. Alors, on n'a pas pu voir au moment de l'éruption et ensuite les aurores. Par contre, on l'a pu voir après. Donc, on voit cette région qui va tourner derrière le Soleil et hop, on peut la voir cette fois-ci avec Solar Orbiter. Et alors, c'est pas la première fois qu'on voit derrière le Soleil, mais c'est la première fois qu'on peut le voir de manière régulière. En fait, chaque 6 mois, on passe derrière le Soleil et ça nous permet en fait d'avoir une vision quasi tridimensionnelle du Soleil et de suivre des structures, surtout que là, on est vraiment dans un pic d'activité du Soleil. Et donc, c'est très important, notamment, on a suivi cette région avec attention, parce que quand elle est revenue vers la Terre, on s'est dit peut-être qu'elle va nous redonner des aurores boréales. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu. Alors ça, c'est juste pour vous montrer la capacité qu'on a. Ça, ce sont des vues d'une région vues depuis des sondes proches de la Terre. Et ça, c'est vu sur le côté par Solar Orbiter. Donc ça nous permet aussi de faire des études de structure, mais vues avec des angles différents, ce qui nous permet aussi de confronter avec des modèles, de confronter les observations avec les modèles par exemple, des éruptions solaires. Alors, ce que j'ai dit, l'un des buts principaux de la mission, c'est de connecter ce qui se passe au niveau du Soleil et ce qui se passe au niveau de la sonde. Donc ça, c'est un des résultats qui est sorti récemment. Ce que je vais vous montrer ici, c'est en fait la beauté des collaborations avec la communauté, parce qu'à la fois, on va travailler avec les différentes équipes instrumentales de Solar Orbiter. C'est pas chacun travaille dans son coin, on a notre jeu de données. En fait, il faut confronter les jeux de données. Toi, tu vas me donner ta mesure du champ magnétique, et toi, ton imagerie, et toi, ta mesure du vent solaire autour de la sonde. On va connecter tout ça ensemble, mais on va aussi faire appel à des théoriciens, ou des théoriciennes, des modélisateurs, des modélisatrices, qui vont regarder est-ce que les lignes de champ magnétique ici sont bien connectées à la sonde. Est-ce que ça nous permet d'interpréter les résultats que l'on a. Donc, le but n'est vraiment pas de rentrer dans la science, je peux vous en parler si vous voulez, mais là c'est vraiment pour vous montrer un peu tout ce que l'on arrive à faire avec les outils que l'on a à l'heure actuelle. Alors j'aime bien celle-ci parce que on parle aussi de Parker Solar Probe, qui est une mission de la NASA, et donc on travaille aussi avec donc la NASA est aussi dans Solar Orbiter, mais aussi pour Parker Solar Probe. En fait, on travaille main dans la main, et de temps en temps, en fait, on peut faire l'équipe qui va commander la sonde elle-même n'aime pas trop faire ça parce que c'est des manœuvres qui sont assez compliquées, qui sont assez coûteuses, qui peuvent aussi coûter, en termes de... S'il se passe un truc, ça peut aussi dérégler la suite de la mission. Mais là, on a réussi quand même à les convaincre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a tourné... Alors, il faut toujours regarder le soleil, puisqu'on a nos panneaux solaires, on a notre bouclier thermique. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a pu tourner un peu la sonde de manière à changer le champ de vue d'un des instruments et de
regarder un petit peu plus. Donc normalement, on regarde le soleil, on peut regarder un petit peu à côté et de faire rentrer Parker Solar Probe qui est tournée autour du soleil dans le champ de vue. Donc on a pu imager une autre sonde en travaillant ensemble avec Solar Orbiter. Et récemment, lors d'une éclipse totale qui a eu lieu aux États-Unis, on a aussi collaboré avec des grands instruments au sol pour imager le Soleil à la fois avec Solar Orbiter et d'autres missions spatiales et d'autres instruments au sol. Alors j'ai parlé des pôles. Ça, c'est la vision que l'on a des pôles. C'est très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on a plein de structures, là, ces petits jets de matière où on pense qu'ils seraient à l'origine du vent solaire rapide. Je vous disais que dans le futur, on va imager les pôles. En fait, là, on n'a qu'une vue. Alors, si je reviens ici, en fait, on n'a qu'une vue pour l'instant comme depuis la Terre, hein, on n'est qu'une vue rasante des pôles du Soleil. Et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on va découvrir. Alors c'est pas la première fois qu'on mesure le vent solaire. On a déjà eu ça avec une sonde qui s'appelle Ulysses, qui est partie il y a quelques dizaines d'années. Mais c'est la première fois qu'on va imager les pôles du Soleil. Et alors je ne sais pas à quoi je m'attends. Hein. Si vous voulez me poser la question, je ne sais pas. J'espère qu'on va découvrir des choses intéressantes. Mais ce que l'on sait, c'est que quand on est allé voir d'autres planètes, et notamment les géantes gazeuses, alors là c'est le cas avec la mission Cassini, on a photographié les pôles de Saturne et on s'est rendu compte qu'on avait des structures que l'on n'imaginait pas. Donc là, par exemple, on a cette grande structure en hexagone. Alors, avec la mission Juno pour Jupiter, on a aussi trouvé des sortes de structures en vortex au niveau des pôles de Jupiter. Et je trouve ça assez incroyable, en fait, parce que c'est vraiment des territoires inconnus que l'on va aller explorer. Alors, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Je ne sais pas ce que l'on va voir pour le Soleil, mais j'espère en tout cas qu'on va trouver des choses intéressantes. Et bon, je ne l'ai pas marqué ici, mais en fait, la raison aussi pour laquelle c'est très important de regarder les pôles du Soleil, au-delà du fait que peut-être on va trouver des structures intéressantes, c'est que je vous ai parlé de ce champ magnétique omniprésent, et il nous manque une pièce au puzzle, qui est qu'on n'a pas la mesure du champ magnétique au niveau des pôles du Soleil. Et pourquoi c'est important, c'est que quand on est en train de reconstruire le champ magnétique tridimensionnel du Soleil, en fait, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut rien contraindre du champ tridimensionnel. Et ça va influencer, par exemple, les cycles du Soleil, comment est construit le champ magnétique au sein du Soleil, et donc des grandes questions vraiment de physique solaire. Alors je finirai par, c'est un petit cartoon, hein, juste pour vous dire, voilà, on a toutes les planètes du système solaire. Nous, on est sur Terre. Et qu'est-ce que l'on voit quand on regarde le Soleil ? Eh bien, des fois, on voit Mercure et Vénus passer devant le Soleil. Alors ça, c'est pas Solar Orbiter, c'est encore Solar Dynamics Observatory. On peut voir des transits de Mercure et de Vénus. On ne peut pas voir les autres puisqu'elles sont derrière nous. Avec Solar Orbiter, on a vu le transit de Mercure là récemment. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, ça, si vous avez suivi les conversations qui ont été faites sans doute au cours de la semaine, eh bien, ça devrait vous rappeler la détection d'exoplanètes et d'exoplanètes qui tournent autour d'autres étoiles. Donc ça, c'est une image vraiment fantastique de James Webb, et la raison pour laquelle je l'ai mise ici, c'est parce que voilà, James Webb nous a aussi révélé, enfin on le savait, hein, mais la diversité des mondes possibles. Alors, je ne dis pas James Webb nous a révélé, parce qu'on le savait effectivement, mais en tout cas, je trouve que c'est assez beau de s'en rappeler, de voir que tous ces points lumineux, toutes ces étoiles, il y a a priori des planètes qui tournent autour, et donc peut-être des mondes qui tournent autour de ces étoiles, enfin des mondes habitables. Bon, c'est une grosse question, on en a parlé aussi hier, est-ce que la vie existe ? On ne sait pas. Mais c'est quand même bien de se dire que voilà, la physique que l'on fait au niveau du Soleil, avec tous les niveaux de détail, nous permet aussi d'appréhender, de se poser des questions de quelle est l'activité de ces étoiles, et est-ce que cette activité va influencer l'émergence ou la continuité de la vie sur les planètes qui orbitent autour de ces étoiles. Donc je reviens à la fin de mon discours et je voulais juste finir avec cette citation de Emerson que j'aime beaucoup. Alors dans les grandes lignes, hein, ce qu'il dit, c'est que si les étoiles apparaissaient dans la nuit chaque 1000 ans, tout le monde s'arrêterait, on aurait peut-être des cultes, où on ferait la fête, on essaierait de s'en rappeler le plus possible pour transmettre cette beauté céleste aux personnes qui n'auraient pas la possibilité de les voir, puisque c'est un phénomène qui apparaîtrait chaque 1000 ans. Mais en fait, ce phénomène, il apparaît tous les soirs.
Et ce phénomène, comme il dit, c'est les étoiles, elles éveillent une certaine révérence. Est-ce qu'elles sont toujours présentes? À condition qu'on se rappelle d'ouvrir nos yeux. Elles apparaissent tous les soirs et pourtant, tous les soirs, on n'est pas là à s'émerveiller de la beauté du ciel. Donc voilà, je voulais juste vous dire que restons avec notre esprit ouvert à l'influence des étoiles. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit, je regarde quelqu'un au fond, hier quand on regardait les étoiles, c'était absolument magique de dire pourquoi regarder le soleil, il y a plein d'autres étoiles. Mais voilà, je voulais quand même dire que dans cette révérence, il faut aussi se rappeler que notre soleil est absolument fabuleux et on a tendance à l'oublier dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère vous avoir transmis cette curiosité, cet émerveillement de cette étoile qui nous accompagne dans la vie de tous les jours. Et j'espère que vous repartirez avec ça. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.